La suite du grand journal de Radio J à écouter sur vos autoradios numériques, notamment Radio Line. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Arieh Ben-Semoun. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plaisir. le directeur exécutif d'Elnet France, un think tank qui s'attache à développer le dialogue stratégique entre l'État hébreu et la France et plus largement l'Union européenne. On va y revenir dans quelques instants au sujet du dossier très important en ce moment du coronavirus. Mais je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot, Arieh Ben-Semoun, sur la nature des activités d'Elnet, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui joue un rôle très important dans la relation entre Jérusalem et Paris. J'ai envie de dire que notre notoriété est inversement proportionnelle à notre efficacité. C'est peut-être bon signe, c'est peut-être une condition... C'est peut-être bon signe. Alors l'essentiel de nos activités, c'est de développer, comme vous venez de le dire, la relation entre les pays européens et Israël. Et principalement, le cœur de notre action, c'est d'emmener des responsables politiques qui ne connaissent pas Israël à venir justement découvrir la réalité du pays, de la géographie, de la géopolitique, de la géostratégie, de la société tout simplement, parce que connaître Israël, c'est déjà commencer à aimer ce petit pays grand comme 2 départements français ou peut-être même un peu moins, et surtout s'émanciper des idées reçues, des biais très souvent négatifs, pas uniquement, mais ça arrive aussi. Donc ce sont par exemple des députés membres de la Commission des Affaires étrangères, par exemple? C'est des députés, ce sont des sénateurs, des élus des partis politiques, des maires de grandes villes, beaucoup de chercheurs et de journalistes également, qui appartiennent à différentes commissions, parce que bien sûr que notre travail, c'est principalement un travail sur les questions stratégiques et diplomatiques. Donc oui, les membres des commissions des affaires étrangères, de la défense, c'est très important, mais il y a aussi les groupes d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui regroupent des parlementaires qui viennent d'un peu toutes les commissions, d'un peu tous les comités. Et donc c'est un panel assez large, parce que finalement... De toutes les sensibilités politiques aussi? De toutes les sensibilités politiques compatibles avec l'idée qu'on a envie de découvrir Israël et on n'a pas un jugement a priori négatif. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avions amené la première délégation d'Europe Écologie Les Verts avec François de Rugy, avec Jean-Vincent Placé et beaucoup d'autres, à un moment où le parti écologiste n'était pas particulièrement favorable à Israël, mais dès lors que vous rencontrez des gens qui sont ouverts au dialogue et qui sont ouverts à la découverte, eh bien, nous n'avons pas d'exclusive. Alors évidemment, nous allons nous abstenir de travailler avec le Front National, évidemment, et avec la France Insoumise également, puisque nous avons affaire à des partis qui ont là une vision biaisée de la société, un rapport à la République qui est très contestable, et un rapport à Israël et au peuple juif également, qui malheureusement... ne laisse aucune ambiguïté. Donc je pense que c'est pas la peine de perdre son temps, ni le nôtre, ni le leur. Mais disons que oui, toutes les autres sensibilités politiques, eh bien, nous sommes une organisation non partisane, apolitique, non gouvernementale, non communautaire. Dans quelle mesure cela fait évoluer l'opinion, l'avis des hommes politiques, des femmes politiques, des journalistes, des chercheurs qui parfois découvrent pour la première fois Israël à travers votre voyage? Mais c'est un game changer, comme on dit. On change totalement la manière de voir et de penser Israël. Vous savez, la plupart des gens qui parlent d'Israël, et on sait très bien que c'est un sujet de conversation qui revient plus souvent qu'à son tour dans les médias, dans les cénacles politiques, dans les assemblées. Mais quand vous regardez la réalité, 90% de ceux qui parlent d'Israël n'y ont jamais mis les pieds, ne connaissent pas la réalité de ce pays, ne connaissent même pas l'histoire du peuple juif ou l'histoire de l'État d'Israël ou du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Donc oui, le fait de simplement d'amener des délégations en Israël, ça change absolument tout. Mais vous savez, vous n'avez pas grand-chose à dire. Vous atterrissez à Tel Aviv, à Lod Ben Gurion, et puis vous les laissez s'épanouir, regarder avec leurs yeux, voir la réalité telle qu'ils ne l'ont pas imaginée, telle qu'ils ne l'avaient même pas pensé possible. Et puis, notre travail à nous consiste à leur faire découvrir Israël sous toutes ses facettes, sociologique, politique, économique bien sûr. L'innovation joue un rôle très important, la défense de l'environnement, les questions stratégiques. Vous savez, les gens imaginent qu'Israël, c'est un très grand pays, mais Israël c'est tout petit, c'est minuscule. Si vous oubliez de freiner, vous changez de pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour eux est un choc émotionnel. Un choc intellectuel, oui. Et le résultat, c'est dans 100% des cas toujours le même. Les gens adorent, réfléchissent différemment, et certainement que le regard qu'ils vont porter sur Israël à leur retour sera
totalement différent. Déjà, il ne sera plus biaisé et on ne viendra pas leur raconter des histoires ni sur l'apartheid, ni sur les questions de boycott, ni sur la spoliation des droits des uns ou des autres, ni de crimes imaginaires qui, évidemment, n'ont jamais été commis par les Israéliens. Ça leur permet aussi de se rendre compte de la sophistication de cette société, même au niveau politique, d'une démocratie extrêmement vivace. Et ils vont surtout avec découvrir... toutes les composantes de la société qui sont représentées à la Knesset. Absolument. Et ils vont découvrir à cette occasion cette idée que ceux qui critiquent le mieux Israël et le gouvernement israélien, ce sont encore les Israéliens qui vivent une démocratie particulièrement vivace. Et par conséquent, le débat est incroyable. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui, même ici, pour des parlementaires français, est une merveille. Parce qu'il n'y a pas ce niveau de débat au Parlement français, le niveau que les Israéliens ont à la Ni Knesset. peut-être dans les médias français. Ariel Ben Semoun, vous avez organisé il y a quelques jours une réunion numérique entre les sénateurs français et le professeur israélien Ran Balisser, directeur de l'Institut de recherche Clalit. Qui est cet homme présenté comme l'un des hommes clés de la stratégie vaccinale de l'État hébreu? D'abord, Ran Balisser, c'est le patron de la Clalit, c'est le premier des coupatrolim des caisses d'assurance maladie israéliennes, la plus importante, qui couvre 50% de la population, et à ce titre, puisque ce sont les coupatrolim qui sont véritablement le bras armé du gouvernement israélien dans la stratégie de lutte contre le coronavirus et dans la stratégie vaccinale. Et donc, nous lui avons demandé de venir briefer, à la demande des sénateurs d'ailleurs, c'est eux qui ont été demandeurs de cette rencontre, de les briefer sur comment est organisée cette stratégie vaccinale, comment de manière générale l'État d'Israël affronte la guerre contre le coronavirus. Et là, je dois dire que nous avons assisté à quelque chose de très surprenant. D'abord parce que très grand intérêt de la part des sénateurs qui était emmené par Catherine Deroche, la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, pour comprendre comment la dimension logistique d'une campagne qui a été menée tambour battant. Parce qu'on parle d'Israël comme un laboratoire vaccinal aujourd'hui. C'est un laboratoire vaccinal incontestablement. Je pense que c'est aussi avec cette idée que le laboratoire Pfizer a accepté de dealer avec les Israéliens pour leur fournir, certes, moyennant un paiement significatif des doses de vaccins. Un peu plus lourd que ce qui a été payé par les États européens. Oui, mais je crois que l'argent n'est pas l'élément le plus déterminant. Ce qui a été, je crois, déterminant dans la décision de Pfizer, c'est de dire... les échanges de données. Voilà, échange de données. Un pays entier qui pourrait être vacciné rapidement. Ça veut dire avoir 9 millions d'habitants vaccinés avec le vaccin Pfizer. Et qui va nous permettre d'avoir des éléments, des données médicales très importantes. Alors certains diraient, attention, mais est-ce que les Israéliens ne sont pas pris pour des cobayes? Non, ils ne sont pas pris pour des cobayes, parce que malheureusement, dans cette campagne de vaccination, tous ceux qui se font vacciner aujourd'hui pourraient être considérés comme des cobayes, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, mais d'ailleurs peut-on l'avoir? Donc il y a forcément une part d'inconnu à laquelle il faut se confronter, mais le fait que ce soit fait en Israël, dans les conditions d'efficacité qui sont celles que nous constatons, je pense que c'est quelque chose de très important d'abord pour les Israéliens qui sont déjà peut-être dans le post-Covid, encore qu'avec les variants, c'est plus compliqué, mais ça va être quelque chose de déterminant pour l'ensemble des pays du monde qui vont pouvoir s'appuyer sur des données scientifiques vérifiées, grandeur nature, pour pouvoir aussi adapter l'abord qu'on doit tous avoir pour continuer à combattre un virus avec lequel, évidemment, nous autrement dit, Ariel Ben Semoun, les données israéliennes qui vont être données à Pfizer vont permettre au laboratoire américain d'adapter éventuellement dans les mois ou les années à venir son vaccin, et ce, au service de la communauté internationale. Je pense que ça va servir, bien sûr, à Pfizer, mais ça va servir à l'Organisation mondiale de la santé de mieux comprendre le fonctionnement du virus et ce que le vaccin peut apporter pour justement passer le cap. Et encore une fois, en étant très prudent, parce qu'il y a les variants, parce qu'il y a la possibilité, on l'a entendu ça et là, qu'il y ait peut-être demain un variant israélien, puisqu'il va y avoir un très grand nombre de personnes qui vont être vaccinées. Est-ce que le virus ne va pas feinter, en quelque sorte, et peut-être muter d'une manière que nous ne connaissons pas? Donc, alors, tout ça est toujours à l'état de questionnement, mais je pense que chacun a bien conscience qu'on n'a pas fini avec ce virus, qu'on n'a pas fini avec les questions. Une chose est certaine, c'est que pour l'instant, c'est la vaccination qui doit être privilégiée,
privilégié, en espérant que cela soit une des portes de sortie. Mais nous savons d'ores et déjà que ce ne sera pas la seule. D'ailleurs, les Israéliens sont confinés, avec un renforcement du confinement ces jours-ci, une fermeture totale de l'aéroport pour les 15 prochains jours, en tout cas jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc tout ça pour dire que c'est une sacrée bataille, et c'est important que tous les pays du monde se donnent la main, que toutes les sociétés soient unies dans ce combat, et c'est important aussi de constater qu'Israël joue un rôle extrêmement important, à la fois dans la recherche, mais aussi aujourd'hui et demain dans la fourniture de données, de data qui vont permettre encore de faire évoluer tout cela. Alors justement, le professeur Balisser s'est également exprimé il y a quelques jours devant le Parlement polonais. Israël est présenté, Aryeh Ben-Semoun, comme, depuis quelques années déjà, comme la Startup Nation, et depuis quelques semaines, le pays est en passe de gagner un nouveau surnom, celui de la Vaccination Nation, si vous me permettez l'expression. Sur quoi repose précisément le modèle israélien? Vous avez parlé évidemment du rôle central des Coupatrolim. Quels sont les autres éléments de ce dispositif israélien? Alors d'abord, je veux dire que c'est notre organisation, c'est Elnet, qui a rendu possible cette audition de Ran Balisser par l'ensemble du Sénat polonais. Donc nous étions à la manœuvre pour que cela soit possible, et inspirés bien sûr par ce que nous avons fait en France avec les sénateurs français. Alors qu'est-ce qui fait que Israël soit un pays particulièrement en pointe? D'abord parce que c'est un pays en pointe de manière générale sur tous les sujets qui touchent à sa sécurité. Et la question vaccinale est une question qui touche à la sécurité nationale. Ça n'a évidemment échappé à personne. Ensuite, Israël, c'est la Startup Nation. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est une société extrêmement innovante et extrêmement agile. C'est d'abord un petit pays, plus facile d'une certaine manière du point de vue logistique et stratégique à manœuvrer que des pays qui ont 65 ou 100 millions d'habitants et voire davantage. Et donc je crois qu'il y a aussi derrière tout ça une incroyable volonté politique. Alors certains nous diraient, mais les Israéliens sont en période électorale. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de pays qui sont en situation d'être face à des élections. C'était le cas du Portugal ce week-end. C'était le cas du Portugal ce week-end, c'était le cas des Américains il n'y a pas si longtemps, c'est le cas déjà des Français. Ne sommes-nous pas déjà rentrés dans la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2022 ? Moi, je crois que oui, et c'est très certainement que les résultats de la campagne vaccinale et de manière générale de la lutte sanitaire, économique, sociale contre le coronavirus participent déjà de cette pré-campagne pour la présidentielle 2022. Alors peut-être que là, en Israël, c'est un peu plus prégnant parce que les élections, c'est dans quelques semaines, et que ça a peut-être été perçu par Benjamin Netanyahu comme une opportunité de montrer encore une fois son leadership et son efficacité. Mais surtout et avant tout... Autrement dit, celui qu'on surnomme Monsieur Sécurité, souhaite devenir aussi maintenant Monsieur Sécurité Sanitaire. Ben, la sécurité, elle est dans plusieurs registres. Évidemment, la sécurité sanitaire n'est pas moins importante, et loin s'en faut, que les autres formes de sécurité, qu'elles soient d'ailleurs sécurité environnementale, sécurité énergétique. Les Israéliens n'ont pas le droit à l'erreur. D'abord, c'est un tout petit pays qui ne peut pas se permettre le quoi qu'il en coûte que nous connaissons bien en France. Et tant mieux qu'en France, on puisse avancer quoi qu'il en coûte. En Israël, les ressources, le pays s'est beaucoup développé au niveau économique, c'est une grande puissance aujourd'hui, mais ça n'est pas encore du niveau de puissance comme la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis ou autres. Donc les ressources israéliennes sont limitées, donc il faut être plus malin. Vous savez, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh bien, en Israël, on a des idées et on a encore des idées. Donc il faut avoir toujours plus malin, d'idées. plus agile, plus réactif. Plus agile, plus réactif, parce que c'est une question de sécurité nationale. Il nous reste un peu moins d'une minute, Aryeh Ben-Semoun, pour poursuivre cette conversation passionnante. On a l'impression qu'après le savoir-faire israélien en matière de lutte contre le terrorisme, qui avait beaucoup intéressé un certain nombre de politiques en France après les attentats de 2015, c'est le modèle sanitaire anti-Covid, on vous est content, on comprend bien, de l'État hébreu qui est scruté de près ici. On évoque également l'intérêt français et européen pour les nouvelles technologies israéliennes. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces différents éléments relèguent au second plan les divergences politiques, diplomatiques, notamment sur la question israélo-palestinienne ? Ce qui relègue au second plan la question israélo-palestinienne, c'est le comportement des États arabes qui ont décidé de s'émanciper de cette espèce de droit de veto que s'étaient auto-octroyé les Palestiniens en disant tant que nous ne sommes pas d'accord, il ne se passera rien entre Israël et le monde arabe. Eh bien, le monde arabe en a décidé autrement et il se passe beaucoup de choses avec les Émirats, avec le Maroc, avec le Yémen, avec le Soudan, pardon, et demain avec Bahreïn et demain avec l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que ce qui change la donne, c'est la réalité géostratégique et géopolitique au Moyen-Orient qui est conditionnée par deux phénomènes.
la menace iranienne et l'enjeu socio-économique, c'est-à-dire la nécessité pour le monde arabe de s'arrimer dans la nouvelle économie, de se projeter après la manne pétrolière. Nous y sommes déjà et le calcul est vite fait. On n'a pas le temps de se préoccuper des caprices de la société palestinienne. Il faut avancer, bien qu'il faille aussi trouver une solution à cette question-là, qui est une solution très importante, mais pas la plus importante, contrairement à ce que jusqu'à présent on avait entendu. Et oui, probablement que l'innovation, oui, certainement l'innovation, l'économie, les investissements qui vont être faits dans les prochaines semaines et les prochaines années sont déterminants pour l'avenir de toute la région. Et quand je dis l'avenir de la région, y compris, encore une fois, les Arabes qui vivent sous l'autorité palestinienne, qui, quand on le regarde dans le détail, pas moins que les autres, aspirent à cette évolution et à ce progrès. Merci beaucoup, Arieh Ben Semoun, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. J'ajoute qu'on vous retrouve tous les mardis à 7h05 dans le Morning d'Ilana Ferradian sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci à vous.